À Thanksgiving, mon oncle a bloqué la porte et a dit « Tu ne fais plus partie de la famille ». Meilleures histoires de Reddit. Je m'appelle Oliver. J'ai 28 ans. Et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été l'invisible de ma famille. Vous savez, celui à qui on oublie d'envoyer un message. Celui qui est laissé en dehors des photos de groupe. Celui dont on se souvient quand on a besoin d'un chauffeur ou d'un service, mais jamais quand ça compte vraiment. J'ai grandi avec une mère qui avait toujours la langue acérée et une mémoire sélective. Étrangement, elle se souvenait de chaque erreur que je faisais, mais oubliait chaque récompense, chaque fois que je l'aidais, chaque carte d'anniversaire pour laquelle j'avais économisé. J'ai une sœur, Ava, qui a appris très tôt que jouer le rôle de la fille parfaite lui apportait tout. Elle souriait, faisait des courbettes, avait de bonnes notes, et était traitée comme une reine. J'étais son opposé. Calme, sceptique, trop direct pour mon propre bien. Cela ne cadrait pas avec notre culture familiale, où les sourires étaient une monnaie d'échange et la vérité, une nuisance. Pendant des années, j'ai essayé de gagner ma place. J'apportais des tartes à des dîners où je n'étais pas invité, des cadeaux à des anniversaires où personne ne remarquait mon arrivée, et des compliments à des proches qui n'ont jamais prononcé mon nom correctement. Au début, j'ai joué le jeu, pensant que si j'essayais assez fort, ils finiraient par me voir. Mais vers mes 25 ans, le voile est tombé. J'ai réalisé que mes efforts ne changeaient rien. Ma place à table ne serait jamais permanente. Pourtant, il y a une sorte de douleur qui ne disparaît jamais complètement, peu importe à quel point on la comprend logiquement. Alors, quand Thanksgiving est arrivé l'année dernière, j'ai hésité à y aller. Ma cousine Maya était la seule personne dans tout ce réseau de parents qui me traitait sincèrement comme un être humain. Elle avait 2 ans de moins que moi, mais était plus mature émotionnellement que la moitié des adultes dans la pièce. Nous nous étions rapprochés au fil des ans, par des messages privés, des appels occasionnels tard le soir, et des nouvelles sincères. Alors, quand elle m'a envoyé un texto la veille de Thanksgiving disant « T'as intérêt à venir. Tu sais, je t'ai gardé une place », j'ai cédé. Je me suis dit que peut-être, ne serait-ce que pour elle, ça valait la peine de venir une fois de plus. J'ai conduit les 40 minutes jusqu'à la maison de mon oncle où Thanksgiving était toujours organisé. La banlieue classique, pelouse manucurée, un dindon gonflable de mauvais goût dans le jardin, et cette odeur incomparable de beurre, d'épices et de tension qui s'échappait par les fenêtres ouvertes. Je me suis garé à ma place habituelle, 3 maisons plus loin, car l'allée de mon oncle était toujours pleine quand j'arrivais en retard. En montant les marches du perron avec une bouteille de vin que je savais que personne ne toucherait, je les ai vus à travers la moustiquaire. Ma mère, ma tante, ma sœur, mon oncle, riant, parlant, souriant comme s'il s'agissait d'une séance photo pour les familles dysfonctionnelles anonymes. Je ne m'attendais pas à une parade, ni même à un bonjour. Mais ce qui s'est passé ensuite n'était pas seulement froid. C'était délibéré. Au moment où j'ai attrapé la poignée, la porte s'est entr'ouverte. Et là se tenait mon oncle Ron, remplissant l'encadrement comme un barrage humain. Il ne m'a pas salué, n'a pas souri. Il m'a juste regardé avec ce petit tic suffisant au coin de la bouche et a dit « Tu ne fais plus partie de la famille, Oliver. Tu dois partir. » Au début, j'ai cru qu'il plaisantait. J'ai même ri, attendant la chute. Mais il n'a pas bougé. Derrière lui, j'ai vu ma mère passer 2 assiettes à travers la table, l'une d'elles avec le carton nominatif que j'ai reconnu. La mienne, a-t-elle dit en l'attendant, en riant, au petit ami d'Ava, un type que je n'avais rencontré que 2 fois. Ils ont trinqué. Ma chaise, ma place, était occupée avant même que j'aie pu mettre un pied à l'intérieur. Je suis sérieux, a ajouté l'oncle Ron. Ta présence ne fait que créer des tensions. J'ai cligné des yeux. Créer des tensions ? Ai-je répété. Je ne suis même pas encore entré. Il a haussé les épaules avec une fausse sympathie. Ne rendons pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Rentre chez toi, d'accord ? J'ai regardé par-dessus son épaule, croisant le regard de ma mère. Elle n'a pas bronché. Ne l'a pas rappelé à l'ordre. Elle a juste haussé un sourcil et a pris une gorgée de son vin, comme si elle regardait une émission de télé moyennement intéressante. Un instant, j'ai pensé à me battre, à élever la voix, à faire une scène. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, j'ai fait quelque chose qui m'a moi-même surpris. J'ai hoché la tête calmement, silencieusement. J'ai reculé. J'ai descendu ces marches, la même bouteille de vin toujours à la main, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit 2 rues plus loin avant de m'arrêter sur le côté.
Mes mains tremblaient, non pas de rage, mais de quelque chose de plus froid, de plus définitif, parce que j'avais vu tout ce que j'avais besoin de voir. Je n'étais pas de la famille pour eux. J'étais un bouche-trou, une blague, un bouc émissaire quand ils avaient besoin de quelqu'un à critiquer, et une chaise vide quand ils avaient besoin de combler un espace. Mais voilà le truc. J'avais quelque chose qu'ils ignoraient. Depuis des mois, je préparais lentement le moment où j'arrêterais d'essayer. Quelque chose dont Maya et moi avions parlé plus d'une fois lors d'appels chuchotés et en partageant nos histoires de mise à l'écart, de négligence, de mépris. Elle n'était pas aussi virulente à ce sujet, mais elle le voyait aussi. L'hypocrisie, le favoritisme, la manipulation qui dansait sous chaque réunion de famille. Elle m'avait dit un jour, si jamais nous voulions briser l'illusion, il ne faudrait qu'une étincelle. Alors, j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert le message sauvegardé. Il m'avait fallu des semaines pour l'écrire, pour le programmer au bon moment. Ce n'était pas une diatribe, ni une tentative de culpabilisation, ni un long discours pour tourner la page. C'était juste la vérité, mise à nu, envoyée à un groupe très sélect de personnes dans cette maison. Et je l'ai envoyée. 5 minutes plus tard, alors que j'étais garé au coin de leur rue, le moteur au ralenti, j'ai regardé dans le rétroviseur. La porte d'entrée s'est ouverte. D'abord, c'est Maya qui est sortie en trombe, le visage rouge de colère. Puis mon cousin Daniel, puis sa petite amie, puis la meilleure amie de ma tante, celle qui apportait toujours le dessert et avait un faible pour moi. Un par un, ils sont partis. Je ne pouvais pas entendre les mots qui étaient criés à l'intérieur, mais je pouvais les deviner. L'illusion se fissurait, et ce n'était que le début. Maya a été la première à appeler. J'ai vu son nom clignoter sur mon écran avant même d'avoir quitté ma place de stationnement. J'ai décroché, le cœur battant, non pas parce que j'étais nerveux, mais parce que je ne m'attendais pas à ce que tout s'effondre si vite. « Oliver » a-t-elle lancé, sans même attendre que je parle. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» J'ai marqué une pause. « Tu l'as lu. » Bien sûr que je l'ai lu. Comme tout le monde. Le visage de l'oncle Ron est devenu violet. Ta mère a essayé de jouer l'innocente. Et Ava est restée là, figée, comme si elle ne savait plus sur quelle planète elle était. J'entendais le vent siffler dans son téléphone. Elle marchait vite, peut-être en faisant les 100 pas, peut-être en direction de sa voiture. Maya est restée silencieuse une seconde, et quand elle a repris la parole, sa voix avait baissé. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu les enregistrais ?» C'était ça, le truc. Quelques mois plus tôt, après des années à me faire rabaisser, mépriser et à entendre des mensonges dans mon dos, j'avais commencé à rassembler des preuves. Non pas par paranoïa, mais parce que j'en avais marre de cette manipulation psychologique qui me faisait douter de moi-même. J'enregistrais des conversations anodines, je sauvegardais des textos, je prenais des captures d'écran. J'avais des extraits vidéo de ma mère disant à Ava de s'attribuer le mérite de quelque chose que j'avais fait. Un mémo vocal de l'oncle Ron disant que je ne venais aux événements familiaux que pour recevoir l'aumône, alors que je n'avais jamais rien demandé. Et peut-être le pire de tous, un enregistrement audio de mon anniversaire l'année précédente, quand ils avaient oublié mon existence. Alors même que j'étais assis juste là, à table. Ce message de Thanksgiving que j'ai envoyé, ce n'était pas juste une note. C'était une compilation. J'avais assemblé un best-of de l'hypocrisie familiale dans un clip de 5 minutes. Il y avait du contexte, des horodatages, et juste assez de silence brut entre les insultes pour que tout pénètre bien. Je l'ai envoyé à cette personne, Maya, Daniel, ma tante Laura, la fiancée de mon cousin, la sœur de ma mère, qui avait toujours été sur la réserve, et 2 amis de la famille qui avaient toujours cru à la version arrangée de la famille que ma mère et l'oncle Ron vendaient comme parole d'évangile. Je ne te l'ai pas dit parce que je ne voulais pas que tu te retrouves au milieu, ai-je dit doucement. Maya a ricané. Je suis déjà au milieu. Mais je suis contente que tu l'aies fait. J'ai expiré, ma prise sur le volant se desserrant enfin. Tu vas bien ? Ça ira. J'en ai fini avec eux. Clic. Je suis resté là, dans le silence de ma voiture, à regarder par le pare-brise, observant d'autres voitures quitter la maison. Quelques personnes se tenaient sur le porche, l'air confus. La voix de ma mère s'est élevée au-dessus de toutes les autres. Elle criait quelque chose que je ne pouvais pas distinguer, mais je n'avais pas besoin d'entendre les mots. J'en avais entendu des versions toute ma vie. L'appel suivant venait de tante Laura. « Oliver » dit-elle, à bout de souffle. « Où es-tu » J'ai hésité à mentir.
Au bout de la rue. Reste là. J'arrive. Elle a raccroché, fidèle à sa parole, 5 minutes plus tard, elle est montée sur le siège passager. Ses yeux étaient grands ouverts, mais pas de colère. Plutôt comme quelqu'un qui venait de tomber sur une scène de crime qu'elle ne s'attendait pas à trouver. J'ai tout écouté, a-t-elle dit 2 fois. Je n'ai rien dit. Je n'ai jamais su que c'était si grave. Je veux dire, je savais qu'ils étaient parfois cruels. Je n'avais juste pas réalisé à quel point tout était calculé. Je l'ai regardé. Tu ne savais vraiment pas? Elle a grimacé. Je voyais des bribes, mais ta mère donnait toujours l'impression que c'était toi le problème. Elle disait que tu étais dramatique, que tu déformais les choses. Je ne voulais pas croire qu'elle mentirait. Elle n'a pas menti, dis-je doucement. Elle a sélectionné ce qui l'arrangeait. Tante Laura a fixé le tableau de bord. Ça va déchirer la famille. Alors peut-être qu'elle était déjà brisée, ai-je dit. Ce soir-là, je suis rentré chez moi pour trouver un flot de messages. Certains en colère, d'autres d'excuses, quelques-uns confus. Mais ce qui ressortait le plus, c'était le silence des personnes qui auraient dû dire quelque chose, ma mère, Ava et l'oncle Ron. Aucun d'eux n'a pris contact. Pas un appel, pas un seul mot. Jusqu'au lendemain matin. C'est là que j'ai vu la publication. Ma mère, dans son style théâtral habituel, avait posté un long statut sur Facebook parlant de trahison, d'incompréhension et de problèmes privés étalés pour attirer l'attention. Elle n'a jamais mentionné mon nom, mais les commentaires indiquaient clairement de qui elle parlait. Les gens lui offraient leur sympathie, me qualifiaient d'irrespectueux, disaient des choses comme « Tu l'as mieux élevé que ça, ma chère ». Mais quelque chose d'inattendu s'est produit dans le fil de discussion. Maya a commenté. Puis Daniel. Puis tante Laura. Un par un, les gens ont commencé à riposter. Ils ont dénoncé la manipulation, le 2 poids 2 mesures, partageant même leurs propres histoires de mauvais traitements ou de mensonges. Le fil a explosé. Certains parents ont supprimé leurs commentaires. Quelques-uns m'ont bloqué sur le champ, mais le vent avait tourné. Pour une fois, je n'étais pas seul. Pour une fois, les gens le voyaient aussi. Ce week-end-là, j'ai reçu une demande de message du petit ami d'Ava. Il disait, je ne savais pas qu'ils étaient comme ça. Je suis désolé. Si j'avais su à quoi je participais, je ne me serais jamais assis à ta place. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le message avait déjà été envoyé, et pas seulement celui du groupe de discussion. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus comme un fantôme dans ma propre histoire. Je me sentais comme l'auteur. Et cette histoire, elle n'était pas encore terminée. Le dimanche après Thanksgiving, on a frappé à ma porte. Je vis dans un quartier calme de la ville. Rien d'extraordinaire, juste un modeste appartement au-dessus d'une boulangerie qui sent les brioches à la cannelle tous les matins. C'est paisible, calme, rien à voir avec la maison où j'ai grandi, où chaque claquement de porte ressemblait à un coup de feu, et chaque dîner de fête était une performance pour les voisins. Je n'attendais pas de visite. La plupart de mes amis m'avaient déjà envoyé un texto après la diffusion de la vidéo, certains pour me soutenir, d'autres choqués. Maya m'appelait tous les jours. Mais je n'étais pas prêt à ouvrir la porte et à voir mon père. Nous ne nous étions pas parlé depuis presque 1 an. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir, le gris gagnant du terrain dans sa barbe, sa veste en cuir familière un peu plus usée. Il n'a pas souri, il est juste resté là, les mains dans les poches, se balançant légèrement sur ses talons comme s'il ne savait pas quoi dire. « Salut » a-t-il finalement marmonné. « Je ne m'attendais pas à te voir » ai-je dit en m'écartant, mais sans vraiment l'inviter à entrer. Il a hésité, puis est entré. Quoi qu'il en soit, je l'ai regardé scanner l'appartement, propre, calme, rempli de petites choses qui me rendaient heureux. Les vinyles sur l'étagère, la pile de livres que j'avais enfin le temps de lire maintenant. La photo encadrée de Maya et moi, de ce Thanksgiving où nous nous étions éclipsés pour manger des burgers au lieu de supporter le cirque familial. J'ai vu la vidéo, a-t-il dit, ou des extraits. C'est ta tante qui me l'a envoyé. J'ai attendu. Il s'est assis sur le bord de mon canapé, regardant le sol comme s'il contenait les réponses qu'il ne savait pas comment formuler. Ta mère, elle perd la tête à cause de ça. Elle dit que tu l'as piégée. Que tu as tout déformé. Je me suis appuyé contre le comptoir. Est-ce que c'est le cas? Il n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de ça,
Il s'est frotté l'arête du nez comme s'il essayait d'expulser la tension par sa peau. Je ne sais pas, Oliver. Je veux dire, je savais que les choses allaient mal entre vous deux, mais l'entendre comme ça, c'était difficile à écouter. J'ai croisé les bras. Difficile pour qui? Il a levé les yeux vers moi. Pour moi. Parce que ça m'a fait réaliser que j'ai laissé faire pendant des années. Et voilà. La première phrase sincère que mon père ait jamais prononcée qui ressemblait à un miroir plutôt qu'à un rejet. Je n'ai rien dit. Je ne me sentais pas encore capable de parler. Il s'est agité sur le canapé. Tu te souviens quand tu avais 13 ans et que ta mère a jeté ton portfolio de dessin? J'ai hoché lentement la tête. Ce jour m'était resté en travers de la gorge. Des mois de travail jetés à la poubelle parce que j'avais eu un B en sciences. Oui. Elle m'a dit que tu avais dessiné quelque chose d'irrespectueux. J'avais dessiné une caricature d'elle en train de me crier dessus. C'est tout. Il a laissé échapper un rire sec. Je l'ai cru. Je n'ai même jamais demandé à voir. C'était le schéma habituel, ai-je dit, surpris de la fermeté de ma voix. Elle disait quelque chose. Tu hochais la tête. Ava jouait le jeu, et moi je restais là à me demander si j'étais fou ou si je ne méritais tout simplement pas la vérité. Il a eu l'air de vouloir argumenter, mais il ne l'a pas fait. Au lieu de ça, il est resté assis, hochant légèrement la tête, laissant le silence s'étirer. Je ne peux pas réparer ce qui s'est passé, a-t-il dit finalement. Mais je voulais que tu saches. Je le vois maintenant. J'aurais aimé dire quelque chose plus tôt. J'aurais aimé intervenir. Je croyais qu'il était sincère. Vraiment. Mais une partie de moi savait aussi que son regret n'effaçait pas des années de complicité. Il n'avait pas été cruel, mais il avait été silencieux. Et parfois, le silence est juste une autre forme de blessure. J'apprécie que tu dises ça, ai-je dit. Mais je ne sais pas ce que tu attends de moi. Il a expiré. Je ne sais pas non plus. Je suppose que je voulais voir comment tu allais. Je vais mieux, dis-je honnêtement. Maintenant que j'en suis sorti, maintenant que j'ai arrêté de prétendre qu'ils allaient changer. Il a de nouveau hoché la tête. Il prépare une opération de limitation des dégâts. Bien sûr qu'ils le font. Ils pensent que s'ils attendent juste que ça passe, les gens oublieront. J'ai haussé un sourcil. Et ce sera le cas. Il avait l'air fatigué. Certains l'ont déjà fait. D'autres ont peur de choisir un camp. Mais quelques-uns, ils sont furieux. Surtout avec ce que tu as dit sur l'argent. Oh, cette partie-là. Ce que je n'avais mentionné à personne en dehors de ce message original, c'était le volet financier. J'avais discrètement soutenu financièrement plusieurs membres de la famille pendant des années. Loyer, réparation de voiture, même un petit prêt à Ava une fois où elle avait dit que son petit ami était violent et qu'elle devait partir. Je n'ai jamais demandé à être remboursé. Je ne l'ai jamais dit à personne. Je le faisais parce que je pensais que peut-être, juste peut-être, cela me gagnerait une place dans la famille. Cela s'est arrêté il y a 3 mois. Je n'ai pas fait de scène. J'ai juste commencé à rediriger mon aide vers Maya, vers des amis, vers des gens qui me traitaient réellement comme une personne. La vidéo que j'ai envoyée comprenait une note à la fin, voici pourquoi j'ai arrêté de payer pour vos vies. Apparemment, ça a piqué plus que les extraits audio. Ils disent que tu les punis, a dit mon père. Ils se sont punis eux-mêmes, ai-je répondu. J'ai juste arrêté de le récompenser. Il n'a pas argumenté. Après un moment, il s'est levé. Je devrais y aller. Je voulais juste que tu saches que tu avais raison sur toute la ligne. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. S'il y a un jour un moyen de renouer, pour nous, je veux dire, j'espère que tu me le permettras. Et puis il est parti. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ragé. Je suis juste resté là, dans le calme, me demandant combien de temps il faudrait avant que la prochaine vague ne frappe. Parce que je savais que la famille n'en avait pas encore fini. Ma mère ne lâchait pas le pouvoir si facilement. Ava n'a jamais bien géré l'humiliation. Et Thanksgiving avait peut-être été l'étincelle, mais Noël approchait. Et s'ils pensaient pouvoir prétendre que rien n'avait changé, ils allaient bientôt s'en souvenir. Je n'avais même pas encore commencé. Au moment où décembre est arrivé, le silence était assourdissant. La conversation de groupe pour les plans de Noël en famille, qui s'illuminait habituellement d'attribution de plats et de mèmes recyclés de notre tante Margie, était étrangement calme.
Le dernier message datait de Maya, dites-moi quand vous serez tous prêts à assumer vos responsabilités. Personne n'a répondu. Pas de réaction pas de remarques sarcastiques, juste un vide de culpabilité se faisant passer pour la paix. Je n'étais pas invité, bien sûr. Non pas que j'en avais besoin. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de manquer quelque chose. Je n'avais pas besoin de forcer un sourire lors d'un autre dîner où la carrière d'Ava était célébrée comme un prix Nobel, et la mienne ignorée. Je n'avais pas besoin d'écouter ma mère rire de blagues sur moi ou d'entendre l'oncle Ron dire des choses comme « Oliver a toujours été sensible », comme si j'étais un appareil défectueux. J'étais libre maintenant. Libre de toute obligation, de toute attente, du lourd fardeau d'être le punching ball émotionnel de la famille. Mais je n'en avais pas fini. Pas encore. L'enregistrement que j'avais envoyé à Thanksgiving n'était que le début. Il avait ébranlé leur image, forcé des conversations qu'ils ne voulaient pas avoir. Mais il ne les avait pas vraiment forcés à changer. Ils se cachaient maintenant, léchant leurs blessures, attendant que le drame passe. Je pouvais le sentir, cette conviction suffisante et latente qu'un jour je disparaîtrais de leur mémoire et qu'ils reprendraient le contrôle du récit. Alors, je me suis assuré qu'ils ne le pourraient pas. J'ai commencé par l'argent. Discrètement, méthodiquement et sans avertissement, j'ai réclamé les faveurs. Ce prêt de $3000 à Ava. Je lui ai envoyé une lettre officielle par l'intermédiaire de mon avocat, lui rappelant que bien que je l'ai initialement traité comme un cadeau, la révélation récente de ses mensonges sur sa fuite d'une relation abusive annulait cet accord tacite. Elle était toujours avec ce type, d'ailleurs. Il s'était présenté à Thanksgiving, à ma place, riant avec ma mère. Je lui ai donné 60 jours pour rembourser. Pas de menace, pas d'intérêt, juste une trace écrite. J'ai annulé le virement bancaire récurrent qui couvrait une partie de l'impôt foncier de l'oncle Ron. Il n'a jamais demandé d'aide directement. Il était trop fier pour ça. Mais il y a quelques années, il avait fait allusion à des temps difficiles et j'étais intervenu. Chaque novembre, comme une horloge, j'envoyais le montant dû. Pas cette année. Le 3 décembre, sa banque a refusé la demande de paiement. Ma mère, cependant, c'était le plus gros morceau. Pendant 5 ans, j'avais couvert le leasing de sa voiture. Elle ne m'a jamais remercié, pas une seule fois. C'était attendu. Elle avait clairement fait savoir qu'en tant que son fils, c'était mon devoir. J'ai laissé passer ça trop longtemps. Elle ne savait pas que la voiture était toujours à mon nom. Le 10 décembre, je l'ai fait reprendre. Les appels ont fusé comme des feux d'artifice. D'abord Ava, stridente et furieuse. Puis, l'oncle Ron essayant de me raisonner comme si j'étais un enfant en colère. Et enfin, ma mère. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste appelé et dit, « Alors, c'est ça, ton vrai visage ?» Et j'ai répondu, « Non, c'est ce que vous m'avez forcé à devenir. » Clic. Le réveillon de Noël est arrivé. Je ne l'ai pas passé seul. Je l'ai passé avec Maya et quelques-uns de nos amis communs. Nous avons préparé le dîner ensemble dans son appartement, allumé des bougies, joué à des jeux de société et échangé des cadeaux qui n'avaient pas besoin d'impressionner qui que ce soit. C'était la fête la plus chaleureuse que j'avais eue depuis des années. Vers minuit, Maya nous a versé à chacun un verre de vin et s'est assise à côté de moi par terre, tirant une couverture sur nos jambes. « Ils m'ont appelé », a-t-elle dit doucement. « Laisse-moi deviner », ai-je dit. « Opération de limitation des dégâts. » Elle a hoché la tête. « Ta mère a dit que je choisissais un camp. Que je déchirais la famille. »« C'est ce que tu fais », ai-je dit. La partie qui avait besoin d'être démolie. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Elle a aussi dit autre chose. Qu'elle allait rétablir la vérité. J'ai soupiré. Bien sûr qu'elle le fera. Le lendemain matin, j'ai découvert ce qu'elle voulait dire. Ma mère a écrit une longue publication sur Facebook. Une autre performance, une autre tentative de renverser le scénario. Elle a parlé de la façon dont les familles traversent des moments difficiles, de la façon dont la douleur privée devient parfois publique et de la façon dont certains membres sont facilement manipulés par de faux récits. C'était un chef-d'œuvre de déni raffiné. Pas de nom, pas de détails, juste assez d'ambiguïté pour attirer la sympathie des gens qui ne connaissaient que la version d'elle qu'elle avait soignée pendant des années. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas commenté. Je n'en avais pas besoin, car à ce moment-là, la vérité se propageait déjà d'elle-même. Tante Laura a posté son propre statut. Court mais direct.
Parfois, la seule façon de réparer une famille brisée est d'arrêter de prétendre qu'elle ne l'est pas fière de toi, Oliver. Daniel a posté une capture d'écran d'un des textos que ma mère lui avait envoyé des années auparavant, me dénigrant juste après que je l'ai aidé à payer ses livres universitaires. La légende était simple, on l'a tous vu. On ne voulait juste pas l'admettre. De plus en plus de gens aux cousins, vieux amis de la famille, même l'une des colocataires universitaires d'Ava ont commencé à commenter, à envoyer des messages, à prendre contact. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années s'excusaient, me disant qu'ils avaient remarqué des choses, mais ne savaient pas à quel point c'était profond. C'était comme soulever le couvercle d'une cocotte minute. Tout le monde avait des histoires. Tout le monde avait des cicatrices. Et maintenant, ils n'avaient plus peur de les partager. Une semaine après Noël, j'ai reçu une lettre par la poste, manuscrite, de ma mère. Ce n'était pas des excuses. C'était un avertissement. Elle disait que je détruisais la réputation de la famille, que je me faisais des ennemis que je ne pouvais pas me permettre d'avoir, qu'il y avait des conséquences à embarrasser les gens en public. Cela se lisait comme le dernier acte de quelqu'un qui avait perdu le contrôle et ne savait plus comment le reprendre. J'ai plié la lettre une fois et l'ai jetée à la poubelle. Je n'avais plus besoin de me battre contre elle. La vérité gagnait d'elle-même. Au moment du Nouvel An, la famille s'était scindée en deux camps. Il y avait ceux qui s'accrochaient aux anciennes habitudes, défendant ma mère, prétendant que les enregistrements étaient sortis de leur contexte, rejetant chaque accusation comme du drame. Et puis il y avait ceux qui avaient enfin ouvert les yeux. Ils ont commencé à organiser leur propre rassemblement. Maya a organisé un brunch en janvier et a invité tous ceux en qui elle avait confiance. Plus de 20 personnes sont venues. L'oncle Ron n'en faisait pas partie. Ni Ava. Ni ma mère. J'ai dû faire un deuil, d'une certaine manière. Pas seulement la perte d'une famille que je n'ai jamais vraiment eue, mais la version de moi qui continuait d'attendre que leur amour vienne envelopper d'approbation. J'ai laissé cette version mourir. Je l'ai enterrée avec la culpabilité, le besoin de plaire, cette douleur sans fin de la validation. Maintenant je vis. J'ai recommencé à écrire, chose que je n'avais pas faite depuis le lycée. J'ai lancé une petite entreprise en freelance. Maya et moi sommes plus proches que jamais. Et de temps en temps, quelqu'un me contacte. Quelqu'un qui a vu ce qui s'est passé, qui a reconnu sa propre famille dans mon histoire, qui dit « Merci d'avoir dit quelque chose ». Je ressens ça depuis des années. Alors, si vous lisez ceci et que vous pensez aux membres de votre famille qui se moquent de vous, qui utilisent votre amour comme une laisse, qui n'appellent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, écoutez-moi. Vous n'êtes pas obligé de rester dans cette maison simplement parce que votre nom est sur la boîte aux lettres. Vous ne devez à personne votre silence pour maintenir une paix qu'ils ne vous ont jamais donnée. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de vous tenir devant la porte qu'ils vous ont claquée au nez, de vous retourner et de ne jamais regarder en arrière. Je n'ai pas perdu une famille, je m'en suis délesté. Et dans le silence qui a suivi, j'ai enfin réentendu ma propre voix. Claire. Sans excuse.